Bonjour, bonjour à tous. L'équipe de Radio Café Source est heureuse de vous retrouver pour les uns, en tout cas, et de vous accueillir pour la première fois pour les autres. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Radio Café Source est une instance qui existe depuis 2 ans et demi et qui est exclusivement dédiée aux salariés de Paris. Nous avons décidé d'ouvrir cette conférence à l'externe en raison d'une programmation particulière qui nous a semblé pouvoir intéresser un large public. Et vous nous avez donné raison, car vous êtes nombreux à vous être connectés en dehors du personnel de Paris, ce dont nous vous remercions. Je disais une rencontre exceptionnelle parce que nous avons en effet la chance et le grand honneur d'accueillir ce matin le professeur Didier Sicard. Alors, professeur, bonjour. Bonjour. Au nom de tous, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Paris. Alors, vous êtes un spécialiste des maladies infectieuses. Vous êtes professeur émérite de médecine à l'Université de Paris. Vous êtes ancien chef de service de médecine interne à l'hôpital Cochin, ancien membre du conseil d'administration de l'Institut Pasteur de Paris de 2002 à 2012. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Institut Pasteur au Laos que vous avez contribué à créer en 2012 et dont le département de virologie est spécialisé notamment dans la recherche sur les coronavirus, et nous reviendrons absolument sur ce sujet-là. Nous y reviendrons dans une demi-heure environ. Vous êtes enfin président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique que vous avez présidé de 1999 à 2008. Et je ne cite pas les nombreux rapports et ouvrages que vous avez publiés parce que on me trouverait fort bavarde ce matin, et je crois que je vois déjà des têtes acquiescées, même si je ne les vois pas, je les sens de loin. En tout cas, au programme de cette heure que nous allons passer ensemble, Benjamin Gestin, directeur général d'Eau de Paris, Alban Robin, directeur de la direction de la recherche et du développement de la qualité de l'eau, qui est une direction qui comprend le laboratoire d'Eau de Paris, lequel est placé sous les feux de la rampe en ce moment, et nous y reviendrons également aussi. Et moi-même, nous allons échanger avec vous sur les enjeux stratégiques et scientifiques de l'émergence de la Covid-19 en France, et notamment les conséquences en lien avec l'eau et la nature. Et nous évoquerons également le sujet passionnant du rapport entre la science et les citoyens et la société que cette crise sanitaire a révélé. Alors, nous allons échanger ainsi pendant 3 quarts d'heure, et si vous le voulez bien, ainsi que nous le faisons habituellement à Radio Café Source, nous consacrerons le dernier quart d'heure de cette séance à répondre aux questions des auditeurs. Alors, vous, les auditeurs, je vous invite à poser des questions via le web chat, et je tâcherai de m'en faire dignement le relais en fin de séance. Alors, j'ouvre le bal des questions avec une question un peu provocante parce qu'on aime bien la prospective et la science-fiction à Haute-Paris. Professeur, à votre avis, cette pandémie due à un virus qui a arrêté une économie mondiale, donc c'est complètement hallucinant, était-elle prévisible? Est-ce que la fiction n'a pas dépassé la réalité, et vous a-t-elle surprise en quelque sorte? Et effectivement, je suis en même temps surpris, et on pouvait la prévoir. Surpris comme tout le monde par la violence, par la rapidité, par le caractère mondial et par la gravité qu'on a pu voir dans les services de réanimation pour certains. Et en même temps, prévisible, elle était, parce qu'il y avait déjà eu 3 épidémies de coronavirus, une en 2002 près de Canton, dans la région de Hong Kong, avec le SRAS 1 qui était lié à, on pensait à la civette, mais enfin la chauve-souris était déjà en cause. Puis en Malaisie, en 2007, avec le virus Nipah, le porc était là, l'intermédiaire, et puis au Moyen-Orient, avec le MERS. Au fond, des épidémies qui étaient très graves, mais qui se sont rapidement interrompues. Alors pourquoi cette épidémie a surpris tout le monde, et les scientifiques, les politiques, les citoyens, tout le monde? Elle a surpris parce que, pour la première fois, les autres épidémies étaient beaucoup plus graves en termes de pourcentage. Donc elles étaient repérées très très vite, et que l'isolement des personnes faisait que on pouvait s'y convenir. Alors que là, le paradoxe de cette gravité, c'est la bénignité des formes les plus nombreuses. Ce qui fait que l'épidémie se répand de façon très silencieuse depuis l'automne en Chine, novembre, décembre, et en Europe en janvier, de façon absolument silencieuse,
avec une très grande majorité de gens qui avaient un petit rhume, une petite toux, mais Ouais. absolument pas grave. Et à partir du moment où il y en a 2-3% qui vont faire des formes graves, eh bien leur nombre va s'accumuler, mais va s'accumuler au moment même, c'est un peu comme une fuite d'eau, c'est-à-dire qu'elle s'accumule, puis tout d'un coup elle déborde, et à ce moment-là on s'aperçoit que c'est la catastrophe. Mais c'est trop tard, parce que au fond les dégâts sont constitués. Et la dimension silencieuse de la façon dont l'épidémie s'est répandue est avec la mondialisation, c'est-à-dire que comme la Chine envoie des gens dans le monde entier, eh bien, ils ont immédiatement infecté l'ensemble des citoyens du monde. Donc, au fond, c'est une épidémie étrange qui fait que, et c'est le paradoxe, c'est que sa bénignité majoritaire a contribué à la gravité par la non-visibilité du nombre initial. Et au moment où on commence à s'inquiéter, et à ce moment-là, ça devient la catastrophe parce que, au fond, les centaines de milliers de personnes sont déjà infestées et arriver à lutter, c'est beaucoup trop tard, au fond. Oui, d'accord. D'où l'importance que je retiens, on en reparlera tout à l'heure, du rôle, à mon avis, du service des eaux, qui peut-être dans ce domaine va apparaître comme pour le futur, comme un acteur majeur de santé publique, majeur. Parce qu'il va permettre probablement, dès qu'il y aurait un signal d'alerte, on en parlera tout à l'heure, et peut-être être la vigie, comme le phare qui permet d'être avant tout le monde sur le front de l'épidémie. Alors, Alban, avant de revenir vers toi, Alban, professeur, ça veut dire que le patient zéro était là bien avant janvier? Ah ben, bien sûr, il était là probablement, on n'a pas, mais probablement octobre, novembre, décembre, quoi. Peut-être en Europe, décembre, en Chine, novembre. D'accord. Alban Robin? Alban Robin est-il connecté? Oui, bonjour professeur, pardon, j'avais un petit problème de connexion. Donc Alban Robin, directeur de la recherche et développement et de la qualité de l'eau à Haute-Paris. Vous parlez d'épidémies étranges, professeur. Toujours dans cet aspect étrange, pensez-vous, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent actuellement, qu'un éventuel rebond de la pandémie est possible et que nous sommes également susceptibles éventuellement de connaître à nouveau un éventuel confinement? Moi, je ne suis pas un devin, mais a priori, ça me paraît peu probable, dans la mesure où l'humain est le seul atteint par le virus. Donc, il n'y a pas de réservoir de virus, il n'y a pas de chauve-souris consommée en Europe. Donc, les circonstances même de l'épidémie n'existent plus, et par conséquent, à partir du moment où les derniers malades, plus un ou deux avec l'éloignement physique, fait que ça n'a rien à voir avec la grippe espagnole, avec les épidémies antérieures. Je pense qu'il y a très peu de chances pour qu'il y ait un rebond épidémique. Il faudrait à ce moment-là qu'il y ait un foyer épidémique très important d'un millier de personnes et qui rassemblait dans un théâtre et partent chacun dans une petite bourgade, les 1000 personnes aillent dans 1000 villes en France pour qu'il y ait un rebond, mais ce rebond serait rapidement contrôlé. Donc l'idée qu'il y ait un rebond grave, on peut avoir des petits rebonds de quelques jours, mais rapidement isolés. Moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un rebond. Mais si vous voulez, c'est plutôt le sentiment que je ne vois pas comment un virus peut survivre dans la nature en dehors de l'humain. Par conséquent, si les humains ne sont plus porteurs du virus, le virus n'a plus d'endroit où poser ses spicules. Alors, du coup, merci de nous rassurer justement sur ce point. Je pense que beaucoup de personnes dans l'auditoire le seront. Je vais rebondir aussi sur un de vos propos là, antérieurs par rapport, vous avez parlé du service des eaux et de leur rôle de vigie. Alors justement, depuis le mois de mars dernier, le laboratoire de recherche et développement d'Haute-Paris analyse le génome du virus SARS-CoV-2, donc à l'origine du Covid-19, dans certains types d'eau, dont les eaux usées. Et il a pu être mis à cette occasion en évidence que la concentration en génome viral dans les eaux usées pouvait refléter la dynamique de l'épidémie et servir aussi un petit peu d'indicateur avancé pour suivre cette épidémie. Alors, est-ce que vous avez pu
suivre ces travaux et est-ce qu'il vous semble d'intérêt justement à l'avenir pour le suivi de telles épidémies? Mais non seulement il paraît digne d'intérêt, mais c'est même un intérêt majeur. Moi, je les mettrais presque en premier parce que le virus est très présent dans les selles avant l'apparition des symptômes et les personnes même qui n'ont aucun symptôme ont du virus dans les selles et les selles, elles vont dans les eaux usées. Et donc, la collection, le travail virologique sur les eaux usées est d'une richesse fondamentale et en même temps, il devrait pouvoir il devrait y avoir des banques d'eau prises tous les 8 jours et peut-être s'il y avait eu des prélèvements d'eau et qu'on puisse faire des études rétrospectives sur le mois de novembre, décembre, janvier, je ne sais pas si c'est possible, qu'on ait pu conserver des échantillons d'eau, je pense qu'on peut avoir à ce moment-là une vision qui précède l'apparition des éventuels rebonds ou des éventuels foyers épidémiques dans telle ou telle région. Je pense que c'est peut-être le meilleur marqueur dans ce type d'épidémie, pas forcément dans la dengue ou dans d'autres maladies infectieuses, mais pour cette épidémie, je pense c'est vraiment de très très loin le meilleur indicateur de santé publique. Et donc, moi, je plaide, et j'ai même été frappé de voir que malgré vos publications, votre présence dans les médias, moi, j'étais frappé de voir que dans les journaux, on parlait beaucoup des Américains à Boston qui avaient fait ça. Et moi, je suis frappé de voir que moi, j'aurais mis en premier le service des eaux de la ville de Paris, parce que je pense que là, il y a un véritable plus, un ajout à la santé publique, moi, qui me paraît, pour le futur, véritablement, mais un atout majeur. Moi, j'ai vraiment été impressionné et je trouve que c'est supérieur, au fond, à l'identification par tous les moyens. Alors, c'est l'identification individuelle à sa place. Mais au fond, en termes de santé publique, ce qui est important, ce n'est pas une personne, ce qui est comment un virus circule. Et on a la chance, là, d'avoir un marqueur à partir des eaux usées absolument exceptionnel. Donc, je pense que là, il y a un futur considérable pour la santé publique à partir des eaux usées. Écoutez, les personnels de Paris vont être contents. Voilà, et ça va nous encourager effectivement à poursuivre nos travaux sur ce sujet effectivement très intéressant. Alors, et à les maintenir. Je pense qu'il est intéressant, c'est qu'il y ait une veille et que dès que le génome est connu par les scientifiques, immédiatement pouvoir être disponible dans votre service d'investigation pour le chercher. C'est au fond c'est vraiment l'application directe de la science à des techniques de santé publique qui, en France, m'ont toujours paru un peu défaillantes. Là, vraiment, vous avez un atout majeur. Oh, bah, c'est une bonne nouvelle. Alban, je rebondis à la question du professeur. Est-ce qu'il est possible d'avoir une rétrospective, justement? Est-ce qu'on n'a pas gardé des échantillons? Ça ne se garde pas, en fait. Alors, à Haute-Paris, je dirais, c'est pas notre rôle de les garder. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut voir avec les différents opérateurs. Après, sur la faisabilité technique, il y a aussi un certain nombre de questions qui se posent. Donc ça fait aussi partie des sujets en termes, on va dire, d'investigation dans le cadre du consortium de recherche qui travaille sur ce sujet. Ouais, c'est très intéressant, cette idée de garder des échantillons Absolument. d'eau pour pouvoir revenir sur l'histoire. Des banques d'eau me paraissent un futur très riche. Oui. Alors, professeur, justement, sur la question vous disiez tout à l'heure le paradoxe entre le peu de viralité, en fait, de cette, de virulence, en fait, de cette pandémie, enfin, de ce SRAS-CoV-2 par rapport à un SRAS-1. Du coup, pourquoi on n'arrive pas à stopper, alors qu'en plus le virus est fragile, hein, si j'ai bien compris, il est composé de lipides, une enveloppe lipide qui se dégrade dans l'eau ou qui peut être détruite par des UV ou des détergents. Et du coup, la question qu'on a envie de se poser, c'est pourquoi on a eu du mal finalement à le détruire. Et autre question simultanée, est-ce qu'il va falloir, j'ai cru comprendre que l'OMS disait que cette grippe va devenir, enfin pas cette grippe, ce virus va s'installer de manière saisonnière comme une grippe, comme un virus grippal. Est-ce que du coup, il va falloir qu'on apprenne à garder des précautions permanentes, individuellement et collectivement, pour se protéger?
moi, j'arrive mal à comprendre cet argument de l'OMS parce que c'est l'humain qui est porteur. Le virus ne peut pas subsister comme ça dans la nature, dans une forêt, dans un cours d'eau et être contaminant. C'est-à-dire que seuls les humains sont contaminants pour les autres. Bon, c'est vrai que si on recherche le virus sur une poignée de porte, on va le trouver quelquefois, mais en petite quantité, à mon avis très peu contaminant. Et c'est pas comme ça qu'on se contamine. On se contamine parce qu'on a un contact humain, on reçoit des gouttelettes de salive dans le nez. Et donc, je vois pas comment. Peut-être que dans le permafrost, dans 300 ans, on trouvera encore ce virus et on se dira, mais on retrouvera le SRAS. Mais j'imagine mal. Tu vois, c'est tout à fait différent des maladies transmises par les moustiques, qui sont comme la dengue, comme la fièvre jaune, comme toutes ces maladies qui persistent de façon indéfinie, puisqu'il y a toujours le virus est porté par un insecte, par un animal. Alors effectivement, mais on en parlera tout à l'heure, si les causes même initiales en Chine perdurent, alors on peut imaginer on peut imaginer des scénarios catastrophes où ça repartirait, non pas de Wuhan, mais ça partirait de Kunming, ou ça partirait de Wuhan, ou de Xi'an, etc. Mais je ne vois pas comment, dans le monde, à partir du moment où les réservoirs humains, le virus, il disparaît totalement au bout de 15 jours au maximum. Il y a quelques cas, 2 ou 3 cas, on a repéré des gens qui avaient un virus qui persistait, mais de façon tout à fait marginale. Je ne vois pas comment dans la nature, ce virus peut être un foyer potentiel d'épidémie à rebond. Je ne vois pas. D'accord. Alors, on évoquait, pour aborder le deuxième thème en fait de cette matinée, qui est effectivement, comme vous venez de dire, la recherche et les origines. Je vais laisser la parole à Alban Robin sur les questions sur la recherche, en tout cas publique, sur ce type de pandémie. Alban Robin, problème de connexion. Par rapport aux aspects recherche, professeur, alors vous l'avez un petit peu esquissé à l'instant, je dirais il y a toute la partie amont qui concerne l'origine de la pandémie. Et donc, dans un certain nombre justement d'interviews, vous avez lourdement insisté sur la nécessité de développer des recherches sur ce sujet, de l'origine de la pandémie, en particulier sur la chaîne de transmission. Alors, pourriez-vous un petit peu nous expliciter les raisons justement de ces recherches qui vous semblent indispensables et que peut nous apporter justement cette connaissance fine de la chaîne de transmission? Elle est absolument fondamentale. Les coronavirus sont hébergés quasiment exclusivement au départ par les chauves-souris. Il y a plusieurs centaines de coronavirus sur ces animaux. Pourquoi est-ce qu'ils sont sur ces animaux? Parce que les chauves-souris, au cours des millénaires, ont accumulé une capacité de résistance à ces virus et ils vivent en symbiose, ils sont en parfaite santé et ils hébergent plusieurs centaines de coronavirus, dont des virus très proches du SRAS-2. Et alors, c'est intéressant de voir comment les circuits animaux passent éventuellement à l'homme. Alors, il y a d'abord un circuit extérieur. C'est-à-dire les chauves-souris dans leur grotte, elles ont les petits souriceaux et puis elles ont leur déjection et elles tombent par terre. Elles s'appellent le guano. Le guano sont les serpents qui viennent manger les petits souriceaux tombés et puis les chauves-souris mortes et qui vont éventuellement être, ça il faut faire des recherches, des réservoirs de virus. Et puis la nuit, les chauves-souris, elles sortent, elles adorent manger les fruits. Et elles vont manger des fruits, parce que comme on a beaucoup déforesté et que les chauves-souris sont beaucoup plus consommatrices de litchis, de fruits, de fleurs, eh bien, quand elles mangent les fruits, elles urinent, la salive, et elles vont contaminer les fruits. À ce moment-là, les civettes, qui sont aussi amateurs de fruits, se contaminent, et donc, ça a été la cause du SRAS-1, où les civettes ont été contaminées par les chauves-souris. Puis quand il y a les fruits qui demeurent, les fourmis arrivent, il y a tout un travail à faire sur les fourmis, puis les pangolins qui vont à ce moment-là, avec leur langue de fourmilier, manger les fourmis, enfin plutôt les mettre sous leurs écailles qui se soulèvent, puis ils vont les manger tranquillement. Ça, c'est le circuit extérieur dans la nature et qui est lié à la déforestation et au remplacement des forêts par des arbres fruitiers, qui fait que ça a changé radicalement l'écologie des chauves-souris.
Et puis alors, il y a l'aspect Wuhan, qui fait que, à l'occasion de la fête du rat, dans une ville de 12 millions d'habitants, il y a un marché humide, un marché de vente d'animaux vivants, sauvages, des serpents, des pangolins, des chauves-souris, des civettes, et qui sont vivants, qui sont entravés, qui souffrent beaucoup, et qui sont vendus dans des conditions d'hygiène absolument défectueuses, sont vendus sous les étals. Et donc, ils crachent, ils urinent, ils défectent. Tous les témoignages que j'ai pu avoir étaient, ça sentait mauvais, et que ces animaux un peu terrifiés, attachés, ficelés, pangolins et chauves-souris ensemble, font que chacun émerge en crachant ces coronavirus. Les pangolins, eux, sont malades, mais ils sont malades comme les humains, c'est-à-dire à retardement. Ils sont souvent assez sains quand on veut les acheter. Et que l'hypothèse, c'est que ces virus qui partent dans l'atmosphère, à ce moment-là, les acheteurs les touchent, les respirent. Et l'hypothèse actuelle, numéro 1, c'est que comme il n'y a pas d'identité entre le génome de la chauve-souris et le génome du SRAS2, ni entre le génome du pangolin et le génome du SRAS2, l'hypothèse, c'est qu'il y a eu une mutation par hybridation. Hybridation, ça veut dire qu'il y a eu un mélange entre les coronavirus de la chauve-souris et du pangolin, et que si on veut avoir une métaphore, au fond, le coronavirus de la chauve-souris était l'obus, et que le pangolin lui a apporté le canon, c'est-à-dire il lui a permis d'apporter le site qui va permettre d'accrocher la protéine du coronavirus qui serait sinon inoffensif, et va lui permettre de s'accrocher sur les cellules humaines. Et donc, probablement, au fond, l'importance de ces rejets autour des étals a fait que ces deux virus se sont peut-être mélangés et qu'on aboutit à cette chimère. Chimère, ça veut dire une espèce de mélange, et qui a créé, au fond, ce nouveau virus qui était jusqu'ici absolument inexistant et qui a fini par créer ce désastre. Alors, mais en même temps, il faut chercher d'autres hypothèses. On peut imaginer que comme il y a eu la déforestation dans les forêts primaires du Laos, que je connais bien, les Chinois ont construit une ligne TGV ultramoderne, des ponts, et donc ils ont acheté peut-être des chauves-souris à des paysans, des chauves-souris qui n'avaient jamais été en contact avec l'homme, les ont ramenés au marché de Wuhan. Tout ça sont des hypothèses, mais sur lesquelles il faut travailler aussi massivement qu'on travaille au laboratoire. Parce qu'il faut essayer, c'est fondamental de comprendre, au fond, ce qui a pu se passer. Ce n'est pas simplement la chauve-souris, c'est comment la chauve-souris, par son hébergement de coronavirus, finit par découvrir. Au fond, c'est comme un roman policier. Il faut trouver le coupable. Il faut remonter la chaîne de contamination. Et c'est pour ça qu'il faut aussi bien des vétérinaires, des ethnologues, des spécialistes de la chauve-souris, des spécialistes de la façon dont les paysans. Moi, quand je me promenais au Laos, il y avait très souvent quelques chauves-souris entravées, mais 3 ou 4. Bon, les paysans, quand ils me voyaient, quelquefois, ils cachaient un peu leur chauve-souris parce qu'ils savaient que c'était interdit. Mais la culture chinoise fait que c'est absolument répandu, comme nous, on va manger, je sais pas moi, des huîtres ou des oursins. C'est absolument une banalité extrême. C'est interdit, mais c'est tout à fait accessible. Alors, professeur, moi, ça m'évoque deux questions. Du coup, je vais déjà poser la première. Puisqu'on a cette nécessité de comprendre la chaîne de transmission, est-ce qu'elle se posait déjà avec le SRAS-1 ou le MERS en 2012 mais c'est étonnant parce que on l'a très bien vu avec le SRAS-1, quand l'épidémie a commencé aux alentours de Hong Kong et de Canton. Immédiatement, ils se sont rendus compte, comme quasiment la totalité des grandes épidémies viennent des animaux, ils ont saisi les civettes et ils ont trouvé le coronavirus chez la civette. Mais la civette elle-même n'était pas responsable parce qu'elle hébergeait, comme l'humain, le coronavirus qui venait de la chauve-souris. Et donc, ils ont éradiqué, ils ont tué des centaines de dizaines de milliers de civettes, alors qu'en fait, la civette n'était qu'à la courroie de transmission. Et ils ne se sont pas tellement intéressés aux chauves-souris. Et d'ailleurs, il y a plus de civettes en 2020 qu'il y en avait en 2002. Donc, parce que peu à peu, la civette a été innocentée. Donc, le marché des civettes que les gens adorent
sont revenus. Mais là, il y a eu une sorte d'étonnante amnésie. Et d'abord, on avait commencé à faire un vaccin, puis on se dit, comme l'épidémie s'est arrêtée en quelques semaines, voire quelques mois maximum, on a dit, oh, c'est plus la peine. Et puis, il y a eu un abandon. Et comme, au fond, la pratique culturelle de la consommation d'animaux sauvages en Chine est considérable, ce n'est pas uniquement la Chine, il y a d'autres pays qui le font aussi, mais à moins grande échelle, eh bien, la pratique culturelle l'a emporté sur la prudence. Et à partir du moment où il y a une convention internationale qui interdit le commerce d'animaux sauvages, mais la Chine, elle est très embarrassée parce que c'est un pays quand même qui a une partie communiste au pouvoir assez totalitaire, laisse une marge de liberté et je pense qu'il y a une corruption policière et qu'à partir du moment où les consommateurs veulent absolument manger des chauves-souris, des pangolins, des serpents, etc., eh bien, je pense que les amendes sont très légères et qu'il n'y a pas de politique de santé publique qui semble là désormais beaucoup plus importante en Chine qu'elle ne l'était durant ces dernières années. Alors, c'est une transition à ma deuxième question. C'est on voit en fait dans le monde entier se rapprocher la nature et les villes. On est en train de, c'est votre expression même, si j'ai bien lu vos articles sur, on est en train de court-circuiter en fait des écosystèmes. Qu'est-ce que du coup cette relation de l'homme à la nature va provoquer, puisqu'on voit que il y a répétition en tout cas d'événements sanitaires dramatiques, qu'est-ce que du coup il faut anticiper, prévoir pour que le rapprochement de l'homme et la nature en ville, en tout cas, ne provoque pas de catastrophe. Mais il y a mille choses à faire. C'est-à-dire que quand, par exemple, on détruit des forêts primaires comme en Amazonie, comme en Afrique, bien, les forestiers sont tout seuls, ceux qui achètent les bois se fichent complètement des conséquences. Or, on s'aperçoit par exemple que la canopée des forêts primaires change complètement, donc ça veut dire que les moustiques changent, ça veut dire que par exemple le paludisme qui était relativement contrôlé dans une région va devenir majeur à cause de la déforestation, que les rongeurs qui n'auront plus la protection des arbres vont disparaître, par conséquent que les moustiques n'ayant plus le sang des rongeurs pour se nourrir vont piquer les humains. On l'a vu par exemple pour la maladie de Lyme où la déforestation américaine dans l'Est américain a conduit les tiques à utiliser le sang des hommes plus que les rongeurs. Bref, un équilibre écologique, c'est quelque chose qui est toujours souterrain, invisible. Et quand on arrive comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, selon l'expression, dans un endroit où on brûle tout, on détruit tout, on fait des barrages. Ben, par exemple, dès qu'on fait un barrage, comme on l'a vu au Laos, là, la France a été très prudente. Elle a fait un barrage, elle a étudié l'écologie des moustiques avant le barrage et après, elle s'est rendue compte que non seulement il n'y avait pas eu de dégâts, mais il y avait un bénéfice. Autrement dit, les études pluridisciplinaires sont absolument fondamentales et que nous sommes encore à une ère un peu grossière, hein, un peu de l'homme qui se dit moi je coupe, moi je mets de l'eau, moi j'assèche et au fond je me fiche complètement de savoir s'il y a des crabes, des scarabées. Moi je suis là pour que l'économie marche. Et il y a au fond une prise de conscience peut-être à l'occasion de cette pandémie de Covid, de dire que l'équilibre il est à penser de façon pluridisciplinaire et pas simplement sur le plan économique. Et quand vous dites pluridisciplinaire, vous dites des recherches entre quoi exactement? C'est-à-dire que travailler que les vétérinaires et les biologistes médecins travaillent ensemble, que les vétérinaires s'intéressent aux ceux qui travaillent à l'éthologie, c'est-à-dire l'étude des comportements des animaux, que les laboratoires s'intéressent à la façon dont on capture les chauves-souris, la façon dont les chauves-souris se nourrissent différemment. Il y a des études actuellement en cours au Laos où ils commencent à regarder par infrarouge la nuit quels sont les comportements des chauves-souris vis-à-vis des arbres fruitiers. Au fond, des recherches très complexes, mais des recherches qui ne peuvent pas aboutir en les 15 jours, des recherches qui doivent mobiliser de l'intelligence, de mobiliser un côté un peu aventurier, pas être simplement dans son laboratoire en train de regarder de façon informatique son génome.
Oui, oui. Aller sur le terrain. Absolument. Oui, exactement. Alors, j'ai vu aussi que vous militez pour la création d'un tribunal sanitaire international. Vous pouvez nous développer ce propos-là? Ben, en deux mots, l'OMS, c'est pas qu'elle soit impuissante, mais elle l'est nécessairement. Parce qu'elle est financée par chacun des pays. Mais si la France était agressée par l'OMS, la France dirait à l'OMS, taisez-vous. Moi, j'avais fait un rapport à l'OMS il y a 35 ans sur le caractère catastrophique des médecins aux pieds nus en Chine qui répandaient par leurs seringues non à usage multiple et qui transmettaient les virus d'un malade à un autre en leur injectant de la cortisone pour tout et n'importe quoi. Et quand j'ai fait mon rapport à Manille, à l'OMS de Manille, en disant que c'était très grave, eh bien, le Chinois de Manille m'a dit, vous n'allez pas quand même insulter la Chine. Donc, vous voyez, à partir du moment où un pays se considère comme agressé par une plainte, donc le problème, c'est qu'il faudrait créer une structure, je ne sais pas la forme d'un tribunal, mais quelque chose qui soit extraterritorial, un peu comme le tribunal de La Haye, et qui, avec des personnes qui n'appartiendraient pas à un pays, mais qui seraient des personnes totalement indépendantes, intuitives personnées, comme on dit, et qui auraient la capacité d'agir, même si le pays ne veut pas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de capacité d'intervention malgré l'obstacle du pays, parce que au fond, c'est le problème de la mondialisation. C'est-à-dire que si chaque pays fait ce qu'il veut, et je trouve par exemple ahurissant qu'en Europe, vous n'avez pas entendu parler de Copenhague. Copenhague, c'est la ville de l'OMS en Europe. C'est celle qui aurait dû prendre la direction des opérations. Personne n'a jamais entendu parler de Copenhague. Copenhague, ils étaient tous terrés derrière leur bureau. Ils n'ont pas dit un mot parce qu'ils étaient totalement impuissants. Donc, au fond, à partir du moment où la santé concerne les humains dans leur ensemble, comme les animaux, on voit mal comment les frontières, comment les politiques de chaque pays peuvent continuer à répandre des catastrophes qui vont forcément se refaire dans le futur, sous une autre forme. Pourquoi Ebola, par exemple, heureusement, est contrôlée? Parce qu'elle est tellement grave qu'elle est contrôlée dans les heures qui apparaissent les premiers cas. Donc, elle a peu de chances de se diffuser parce qu'on met un cordon sanitaire tout de suite. Mais les épidémies type SRAS-2 montrent qu'elles sont au départ tellement peu visibles que quand elles sont incontrôlables, quand elles apparaissent. Oui, d'accord. Alors, dernière question sur la recherche très rapidement, parce que le temps court, j'avais envie de vous poser une question par rapport à un sujet que vous aviez évoqué lors d'une préparation et qui m'a questionné. Vous aviez évoqué les conséquences d'un usage intensif des solutions hydroalcooliques sur la pollution des sols. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Je veux dire par là, moi, c'est une question. Je me dis qu'avec les tonnes de gel hydroalcoolique qui sont diffusées après dans l'eau, je me disais au fond que il y a un certain moment où peut-être que les sols vont avoir leur écologie bactérienne qui va changer, parce que c'est peut-être pas, mais moi je n'ai pas de peur là-dessus, mais je me dis que l'écologie bactérienne va peut-être changer, acquérir des résistances au gel hydroalcoolique, et peut-être à ce moment-là sélectionner des souches qui risqueraient un jour, venues du sol, d'être plus pathogènes. Mais c'est peut-être complètement farfelu, hein, je ne veux pas du tout inquiéter. En tout cas, c'est de la prospective. Mais ça pas dit, et je me dis, et voilà, et je me dis, il faut que ce serait intéressant de regarder un petit peu quelle est la relation des bactéries dans le sol avant et après les consommations effrénées de gel hydroalcoolique, qui sont extrêmement utiles. Hein. Je ne suis pas du tout là pour dire qu'il ne faut pas les faire. Mais comme toujours, dans l'écologie, c'est simplement quand c'est un jeu d'échecs. Vous déplacez un pion, vous déplacez la tour, vous déplacez le fou, eh bien forcément les autres pièces sont menacées. Donc il ne faut pas avoir cette vision toujours un peu simpliste. Oh ben oui, j'avance et ça n'a pas de conséquences pour les autres systèmes. Oui, bien noté en tous les cas. Alors, on va passer au troisième thème de la matinée, qui est l'éthique et le rapport, en tout cas, de la science à la société. Je vais laisser la parole à Benjamin Gestin, directeur général de Paris, pour vous poser la question suivante.
Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour professeur, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui et puis merci de tout ce que vous dites depuis le début qui est à la fois totalement passionnant avec beaucoup de questions impliquées, puis qui est aussi un petit rayon de soleil dans cette période de pandémie, hein. Vos propos sur la faible probabilité d'un rebond épidémique à l'automne nous rassurent, en tout cas nous encouragent. Il nous encourage notamment à maintenir les gestes barrières. J'en profite pour passer le message aux collègues d'Aude Paris, pas aux autres participants et auditeurs sur lesquels j'ai pas tellement d'autorité, mais en tout cas sur les collègues. Maintenons les gestes barrières dans nos vies personnelles et professionnelles, parce que c'est la meilleure garantie de stopper la poursuite de l'épidémie. Mais du coup, je vais bouleverser un peu le déroulé qu'on avait prévu avec une question peut-être un peu plus provocatrice. S'il n'y a pas de rebond épidémique, si les trajectoires de contamination, d'admission aux urgences, d'admission en réanimation, et évidemment après sur les cas graves et sur les décès continuent comme on le constate après presque un mois de déconfinement, est-ce qu'on n'a pas surréagi? Est-ce que mondialement, en France aussi, on n'a pas surréagi à cette apparition de la Covid-19? Je ne crois pas parce que je ne vois pas d'autres moyens puisqu'il n'y a pas de traitement. Et donc, le seul moyen, c'est que l'humain, qui est le seul porteur du virus, ne le transmette pas à d'autres. Donc, il faut probablement prendre des moyens excessifs pour bloquer, parce que sinon, la pente descendante sera extrêmement lente. La surréaction, elle apparaît excessive comme ça. Et en même temps, je pense qu'elle était absolument nécessaire pour bloquer et pour aboutir qu'en quelques semaines, on arrive à l'extinction de l'épidémie. Je pense qu'il faut être excessif pour raccourcir la durée de la pandémie. Merci de vos réponses. Ma question est facile, c'est toujours facile après coup de dire, écoutez, vu finalement le tassement rapide de l'épidémie, vu les conséquences sanitaires qui sont graves, on est quand même à 29 000 morts identifiés sur le territoire français. Mais à partir du moment où il y a un très grand nombre de formes inapparentes ou faiblement pathologiques, c'est pas uniquement les gens en réanimation. Les gens en réanimation, on les voit, etc. Mais c'est pas tellement eux qui sont transmetteurs du virus. Ce sont ceux qui n'ont pas grand-chose. Donc là, je crois qu'on est obligé. Ou alors on fait une sorte de dépistage massif de 65 millions de Français, oui, ça peut être une autre possibilité. On l'aurait pu, si on avait les moyens, peut-être dès le mois de mars, comme on l'a fait en Corée, c'est-à-dire un dépistage absolument massif et de faire un isolement individuel beaucoup plus rigoureux. Mais comme on ne l'avait pas, moi je crois qu'on n'avait pas de choix en termes de santé publique que d'avoir ces mesures de distanciation physique, qui me paraît absolument légitime avec les mesures que vous rappeliez. C'est tout à fait normal. Vos propos nous rassurent à la fois sur le rebond épidémique, mais aussi sur le fait qu'on a quand même fait des efforts nécessaires à partir du mois de mars. Et d'ailleurs, ça fait une très bonne transition avec ma question d'après. On a vu, lu, entendu un peu tout et n'importe quoi sur la réaction des Français. On a pu lire souvent beaucoup, on l'a entendu dans la parole officielle, celle du Premier ministre, celle du Président de la République, celle du ministre de la Santé, que les Français avaient été très disciplinés. On a presque senti parfois dans les propos du ministre de la Santé une certaine surprise à constater cette discipline, mais on a aussi lu le contraire en disant regardez, au mois de mars, les Français ont mis au moins une dizaine de jours à se rendre compte que la situation était grave. Au déconfinement, regardez, c'est n'importe quoi, les gens se précipitent et s'entassent sur les pelouses des parcs et jardins de toutes les régions de France. Qu'est-ce que vous retenez de l'attitude des Français et des Françaises dans cette crise? Moi, je suis plutôt surpris par le bon côté, je suis surpris par la citoyenneté. C'est pas parce que quelqu'un au bois de Boulogne se rassemble à 10 ou à 15, c'est pas très grave, il ne faut pas non plus en faire une apocalypse. Mais moi, je suis très frappé de voir comment c'est la peur en même temps que la citoyenneté, que la peur du virus. Je pense que nous sommes une société qui est terrorisée partout et que c'est beaucoup plus, au fond, le respect de l'éloignement physique est lié à le sentiment que la visibilité à la télévision des services de réanimation débordés a angoissé tellement les gens qu'ils ont adopté
un comportement de citoyen, je dirais presque au deuxième degré, parce qu'ils avaient peur. Et donc, ils savaient très très bien qu'il ne fallait plus, au fond, se rencontrer, et que l'autre, à partir du moment où il était une menace permanente parce qu'il était non visible, il n'avait pas des signes, il toussait pas, il était en pleine forme, mais il était une menace. Et donc, je pense qu'il y a eu un comportement collectif d'angoisse qui a permis, et c'est peut-être une bonne chose, cet éloignement physique qui a permis en même temps de stopper et de la faire décroître rapidement. Mais je pense que la plupart des pays, sauf comme on le voit au Brésil ou aux États-Unis, où alors là c'est vraiment le désordre, mais je pense qu'en Europe, les comportements dans l'ensemble, à part l'Angleterre peut-être au début, ont été des comportements tous assez voisins les uns les autres. Oui, assez responsable compte tenu de la menace et de la peur. Alors vous le présentez sous l'angle de la peur qui est effectivement, on l'a tous constaté, et même dans notre petite collectivité de travail à Haute-Paris, un moteur de changement extrêmement puissant. Est-ce qu'on ne peut pas en retenir, et là c'est vraiment l'ancien président du Comité consultatif national d'éthique que je m'adresse, une leçon un peu plus positive sur le fait que par le biais sanitaire, on aurait des changements de comportement durables dans le respect de l'autre, dans le respect d'une forme de distance, d'intimité. Est-ce qu'il n'y a pas des leçons positives à en tirer d'après vous? Ça, c'est très difficile à savoir. Je ne sais pas, parce que la peur, elle disparaît en même temps que l'épidémie. Et on l'a très bien vu avec le SRAS 1, qui a été complètement oublié, mais que dans les années début 2003, ça a été un peu la panique pendant quelques semaines. Bon, on l'a pas vu en Europe, on l'a vu au Canada, à Toronto, ils ont eu une épidémie assez grave. Et donc, mais on a oublié complètement, et tellement que les laboratoires ont arrêté le vaccin en disant la population ne voudra même pas se vacciner parce qu'ils ont oublié ce que c'était que le SRAS 1. Mais parce qu'il était beaucoup plus grave, il était plus visible, les gens étaient pas porteurs sains, ils étaient d'emblée malades. Donc, ce que je crains un peu, c'est que, d'un côté, on l'oublie, et puis de l'autre, il va y avoir comme ça, pendant une pente descendante, peut-être que l'embrassade, peut-être que la poignée de main va perdre son caractère automatique, parce que au fond, c'est des comportements inconscients. Moi, j'étais très frappé depuis 20 ou 30 ans, les gens qui s'embrassaient, les hommes, les femmes, tout le monde s'embrasse, même s'ils ne se connaissent pas beaucoup. On arrive dans un conseil d'administration et vous voyez des gens âgés qui s'embrassent mutuellement, ce qui était absolument impensable autrefois, au 19e ou au 20e siècle. Donc peut-être que là, il va y avoir un changement, peut-être culturel, mais ça, moi, je suis pas devin, je ne peux pas savoir. Mais je pense que les comportements ne changent pas à long terme parce qu'il y aura eu un désastre pendant 3-4 mois. Bon, ce qui veut dire pour des collectivités comme celle que nous présentons à Haute-Paris, si on veut maintenir sur une durée des comportements qu'on peut considérer comme vertueux d'un point de vue sanitaire, mais aussi d'un point de vue simplement du respect de l'autre et de la personne. Parce qu'on a beaucoup parlé de solidarité pendant cette crise. Il y a à la fois eu cette peur de l'autre comme porteur potentiel d'une menace biologique, mais il y a aussi eu, en prenant soin de soi, on prend soin des autres, en prenant soin des autres, on prend soin de soi. Donc, si on veut maintenir ces réflexes-là et ces réflexions qui ont beaucoup traversé la société française et internationale, ça veut dire qu'il faut faire un effort. La peur va disparaître, le bon réflexe va disparaître. Oui, mais là, c'est l'espérance. C'est-à-dire qu'il faudrait imaginer qu'il y ait des comportements plus raisonnables, plus pensés, et qu'une société humaine, elle fonctionne par automatisme. Mais vous avez raison, je pense qu'il y a une capacité au fond, on disait que les citoyens, les Français étaient devenus très individualistes. C'était vrai, et en même temps, ils ont découvert que leur petite personne à elle seule, c'était pas grand-chose si elle n'était pas reliée aux autres. Et donc, il y a eu une sorte de désir de la rencontre, un désir de l'autre. Et là, ça va peut-être changer progressivement à moyen terme. Au fond, le paradoxe, c'est que la Covid nous rendra peut-être plus fraternels, en pensant que les petites agressivités individuelles sont dérisoires et que nous appartenons peut-être à une même communauté humaine. Mais alors là, vous savez, moi, je ne suis pas
pas philosophe, mais on peut faire des scénarios plutôt optimistes dans ce domaine. C'est presque même anthropologique, quoi. Marcel Mauss qui disait qu'il y a des systèmes qui sont des systèmes intégral, et on est peut-être là-dessus d'ailleurs, avec des changements culturels, anthropologiques majeurs, peut-être. Oui, absolument, et qui ne sont pas visibles d'emblée, mais qui sont visibles après. Oui, totalement. On invitera le tonton Benjamin, une question pour prolonger la discussion. Du coup, ça me fait une bonne transition avec la question que je vais vous poser après, professeur, qui est celle qui concerne le rôle du politique et du scientifique dans la crise. Je vais peut-être la poser de manière encore plus provocatrice que ce que Elisabeth avait préparé pour moi. Est-ce que, au moment du confinement, dans ces quelques jours avant et après le 17 mars, on n'est pas subitement passé dans une espèce de dictature des médecins? La réponse n'est pas provocante, mais moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Au fond, il n'y a rien de pire que quand la science prend le pouvoir, même quand l'éthique prend le pouvoir, parce que là on voit les régimes totalitaires qui se revêtent de l'éthique. Au fond, le problème c'est que la science, elle a son mot à dire, elle a sa capacité d'expertise, elle a sa capacité de prédiction, mais il ne faut pas lui laisser toute la place. Et l'honneur du politique, c'est de s'informer, mais non pas de demander à la science de lui dicter sa conduite. Parce que on est dans une situation paradoxale. La science, elle est très intimidée par le politique. Comment voulez-vous que les scientifiques à qui le politique dit « on fera ce que vous direz » n'ouvrent pas le parapluie sous la forme d'un parasol? C'est-à-dire, au fond, veulent adopter les positions les plus sécuritaires qui soient. Et donc, moi, je trouve qu'il faut une scission totale entre le politique et la science. La science, elle est là pour conseiller, mais elle est là pour conseiller dans l'ombre. Elle n'est pas forcément pour être mise comme ça, comme une délégation de responsabilité. Ah, les scientifiques nous ont dit ça, donc on fait ça. Alors là, moi, je trouve moi, j'étais un peu déçu de cette... non pas que je reproche, parce que peut-être que j'aurais été pareil, mais je pense qu'il faut laisser la place de chacun et que l'honneur du politique, c'est à lui de décider. Ce n'est pas à la science de décider. Et la science, elle est là pour informer dans l'incertitude, dans l'inquiétude, mais elle n'est pas là pour être sommée. Et à la limite, il faut protéger les scientifiques d'avoir à décider. Sinon, on les paralyse. Et on aboutit au paradoxe, c'est que les scientifiques finissent par donner de mauvais conseils à ce moment-là. Et peut-être une dernière question, professeur, avant d'ouvrir la parole à tous nos auditeurs et participants à cette séance. On a parlé du politique, on a parlé de la science. Vous proposez une place bien définie aux scientifiques. Le rôle du citoyen, on verra dans les questions après, mais il y a beaucoup de questions de collègues ou d'auditeurs qui se disent un peu perdus. Qui croire? Faut-il croire le ministre untel? Faut-il croire le professeur Y? Faut-il croire le chef de service X? Comment est-ce qu'on fait pour aider le citoyen à avoir un plein rôle dans une gestion de crise pareille? Le problème, c'est que le mot, c'est incertitude. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le citoyen demande aux politiques, aux scientifiques, des certitudes en situation d'incertitude. Il a simplement, et donc, si vous voulez, quand vous voyez les citoyens qui disent « et le vaccin, alors quand est-ce qu'il va arriver ?» Il y a un absurde à ce moment-là. Il faut que le citoyen garde son calme et tout de même confiance dans les mesures de santé publique qui sont proposées, même si elles sont excessives pour un temps, et de ne pas mettre sa petite personne en avant en disant « moi je pense que ». Il faut accepter le caractère collectif disciplinaire, même si on trouve que effectivement telle ou telle chose a été mal gérée. Par exemple, les problèmes des masques au début a été, à mon avis, une catastrophe absolue. Il peut protester, mais c'est pas en protestant. Le citoyen aurait pu trouver des masques faits à domicile par n'importe qui. Donc, il aurait pu prendre l'initiative plutôt que de crier avec des casseroles, des masques. Il aurait pu se protéger aussi un peu individuellement. Donc, je pense que le citoyen doit pas être à la recherche d'une certitude qui viendrait du haut et qui lui dirait quel est le mode d'approche. Il doit être en même temps
au fond, garder sa propre responsabilité, de se dire, moi, je protège les autres en même temps que je me protège. Avant tout, je suis un citoyen, mais je suis quelqu'un qui est un possible responsable. Et donc, je pense qu'il y a toute une culture citoyenne de ne pas toujours attendre de l'État une réponse qui serait porteuse d'une évidence. Et la pire, ce serait l'évidence scientifique. Vous voyez, donc je retourne au fait que si le citoyen dit aux politiques « faites ce que la science dit », à ce moment-là, on tombe dans une errance. Et moi, je pense que cette épidémie nous aura montré qu'il faut être en même temps un citoyen au sens discipliné par rapport au pouvoir, parce que le pouvoir, il est quand même là pour théoriquement garantir l'intérêt commun, et en même temps garder sa propre part il a le droit de protester, mais il faut qu'il le fasse tout de même en respectant l'intérêt des autres avant son propre intérêt. Ouais, je trouve que c'est passionnant là, tout ce qui se dit justement sur la dimension, la responsabilisation et l'enjeu civique en fait de chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous doit porter en tous les cas. Voilà. Merci vraiment beaucoup, professeur, pour ce propos. Alors, les questions s'accumulent. Je vais passer aux questions parce qu'il nous reste peu de temps. Il nous reste 10 minutes. Donc, professeur, je vous livre en direct des questions et peut-être que Alban aussi, si c'est possible, il y aura peut-être des échanges. Une question, alors je vous la livre telle que, porte sur deux questions qui portent sur le virus. Là. Première question, je ne comprends pas bien la logique de la disparition prochaine du virus en l'absence de réservoirs non humains. Certains de nos virus communs, comme les rhumes par exemple, sont dans le même cas, il me semble, et ne disparaissent pas pour autant. Est-ce que vous faites, professeur, l'hypothèse que nous arriverons à 0 cas pour arriver à cette conclusion? Ou bien ces virus sont-ils différents? Les virus, alors, ils reviennent parce que ils partent souvent des poulets et des élevages de poulets en Chine chaque année. On change un peu le vaccin chaque année en fonction des informations qui nous viennent de Chine. Donc, effectivement, les élevages de poulets sont les élevages concentrationnaires de poulets qui sont à l'origine des épidémies de grippe continuent de véhiculer année après année. Et comme les élevages de porcs, heureusement, parce que le rouget du porc n'est pas dangereux pour l'humain, mais là, il y a, disons, une espèce de portage permanent de ces virus par les animaux qui nous envoient chaque année leurs épidémies. Et puis, les rhumes, les petits coronavirus responsables des rhumes, oui, c'est vrai qu'il y a des petites épidémies, mais qui sont entretenues par leur bénignité. Et donc, il n'y a pas de... je vois mal comment... L'expérience nous a montré que les récentes épidémies graves, le SRAS, le MERS, le Nipah, ont disparu. Alors, on peut dire, mais oui, mais ils vont revenir dans 20 ans. Oui, mais ça fait quand même 15 ans, 18 ans qu'ils ont disparu. Et ils ont disparu très vite, ils ont disparu en quelques mois. Donc, ça n'a rien à voir avec la grippe espagnole. Donc, si vous voulez, on peut faire des scénarios d'angoisse, de pire, mais a priori, tel que nous l'avons appris, je vois mal comment il peut survivre dans la nature. Il ne va pas survivre sur les pissenlits ou sur le pied des vaches ou sur un meuble de ferme. Donc, on voit mal, si vous voulez, comment il puisse y avoir une colonie humaine qui maintiendrait comme ça dans une ferme. Au bout de 15 jours, il disparaîtrait. Il faut des humains pour être. Il faut des. Je ne vois pas. Donc, il faut au moins avoir un minimum, je pense, de discernement pour penser que toutes les conditions font que je vois mal comment il peut persister. Il peut revenir si un pays comme le Brésil, par exemple, maintient la chaîne épidémiologique. Et c'est pas impossible. Et la Guyane éventuellement. Alors à ce moment-là, si les gens continuent de se contaminer, parce qu'effectivement, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, mais tant qu'il y a un pays
ou 2 pays qui continuent d'entretenir l'épidémie, alors à ce moment-là, elle est une menace pour le monde entier. Mais en dehors de ces cas qui quand même devraient être peu probables, j'imagine mal que ça puisse avoir à réapparaître à l'automne. Ça veut dire donc, ça veut bien dire que l'arrêt du virus dépend aussi de nos comportements, quoi. Mais d'où l'importance d'ailleurs du service des eaux. Et à mon avis, là, vous avez la meilleure vigie qui soit. Alors, peut-être, professeur, une question, parce que je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de la grippe espagnole, et donc il y a une question qui est assez intéressante, qui élargit un petit peu le débat. Je vous la livre. Hein. Connaissant la phénoménale faculté d'oubli de l'homme, combien de temps cette pandémie restera-t-elle dans les mémoires et comment pourra-t-on capitaliser à long terme sur cette crise? Moi, je crois qu'elle va rester longtemps dans les mémoires parce que ce n'est pas tellement sa gravité que les conséquences, non seulement économiques, mais un confinement mondial. C'est la première fois dans l'histoire de l'humain, depuis Néandertal, que 4,5 milliards d'hommes s'arrêtent brutalement. Et je pense que là, c'est un phénomène qui marquera les enfants qui ont déjà 4 ou 5 ans. Quand ils en auront 80, ils se diront pendant 2 mois, on a travaillé à la maison avec nos parents, etc. Moi, je crois que ça va être un phénomène mémoriel supérieur à tous les événements, non pas l'épidémie en tant que telle, mais les conséquences. Vous évoquiez l'importance à l'instant du service des eaux. Il y a une question aussi là-dessus, c'est la mise au point en fait par le laboratoire de la méthode de détection du SRAS-CoV-2 va-t-elle, alors ça c'est peut-être à Alban, d'ailleurs je pose la question plus qu'au professeur, pardon, est-ce que cette méthode va permettre de détecter les mutations du virus à venir, si tant est que ce virus puisse muter? À tous les deux, là, du coup, question Alban et professeur. Je vais laisser Alban, puis je répondrai après. Oui. Ouais. Alors, la technique analytique qui est utilisée, elle permet d'analyser des séquences du virus. Voilà. Donc, après, il faut voir en termes de mutation. Mais effectivement, pour l'instant, on travaille sur, je dirais, sur le génome viral tel qu'il est. Après, il faudra voir les éventuelles mutations. La question est un peu compliquée, elle n'est pas binaire en fait, elle est un peu compliquée en fonction des éventuelles mutations. Oui, il semble d'ailleurs que le génome est déjà muté selon les pays, selon peut-être les défenses immunitaires, parce que c'est un virus extraordinairement nouveau dans sa capacité d'agresser le système immunitaire. Et comme c'est un virus de puissance étonnante, parce qu'il est très hétérogène, et donc la réponse immunitaire fait toute la gravité paradoxale de ce virus. C'est plus la réponse du corps que le virus lui-même qui est méchant et qui est mortel. Donc d'ailleurs, ce qui va montrer que le vaccin, à mon avis, je ne le vois pas à l'horizon. On disait ce matin à la radio que les Chinois, moi je ne vois pas un vaccin avant plusieurs années, et encore. Parce que c'est un peu comme le virus du sida, on échoue, et l'état de maladie pour lequel on n'a pas de vaccin, comme la dengue, etc. Donc, avec les changements, les mutations du virus, moi, l'hypothèse d'un vaccin, moi, ça me fait un peu sourire, non pas de bonheur, mais de tristesse, parce que les emballements, je ne vois pas que ça puisse être une solution à au moins un court, voire moyen terme. Les mutations du virus, elles existent, semble-t-il, déjà. Donc, il y a des formes dans des pays où le virus semble moins agressif que dans d'autres. Ça, c'est un phénomène tout à fait étrange et à travailler. Il y a beaucoup de questions, professeur, sur le risque de rebond. On a évoqué le sujet, mais une question aussi intéressante de l'Observatoire parisien de l'eau on a vu que l'importance des travaux, en tout cas du laboratoire de Paris pour détecter et prévenir du coup un risque de retour et de pandémie, donc ça c'est vraiment accentué. Et l'Observatoire demande quels sont en fait les sujets liés à l'eau qu'on pourrait évoquer aux Parisiens et puis les comportements à adopter pour les Parisiens en tout cas, parce qu'on est sur une ville dense qui contribuerait à limiter l'impact de cette virus. Donc, on l'a peut-être dit, c'est peut-être les comportements en fait. Il y a des travaux de recherche et des comportements, si je comprends bien.
Oui, mais moi, vous savez, moi je ne suis pas spécialiste de l'eau, hein, je laisse les spécialistes de l'eau, mais je pense que simplement, c'est que c'est un observatoire étonnamment d'avant-garde et dont je pense que l'importance va croître. Parce que l'eau, au fond, finit par être le marqueur en aval de tous nos comportements. Et je pense que, par exemple, de voir ce que je disais tout à l'heure, est-ce que les bactéries de l'eau vont changer après les tonnes de solutions hydroalcooliques? Est-ce que on pourrait, par exemple, adapter à la grippe, les épidémies de grippe, ce que l'on voit pour le coronavirus? Enfin, je pense qu'il y a un avenir radieux pour ce qu'on le dit, pour ce laboratoire. Et moi, je serais passionné. Si j'avais ce laboratoire, je me dis que c'est un laboratoire du futur absolument passionnant et d'un dynamisme qui devrait éclairer beaucoup de choses pour le futur. Eh bien, écoutez, professeur, on vous invitera à le visiter. Voilà. C'est ce que j'allais dire. En tout cas, c'est une magnifique conclusion. L'eau comme marqueur en aval de tous les comportements. Je trouve que c'est un beau sujet pour, en tout cas pour Haute-Paris et pour toute la collective de l'eau qui est très nombreuse à nous écouter. C'était franchement passionnant. On vous invite effectivement, je m'imagine que je me fais porte-parole d'Alban, mais de Benjamin aussi, quand vous voulez. Si vous n'allez pas retourner au Laos rapidement, les portes d'Haute-Paris vous sont ouvertes. En tout cas, nous allons clôturer cette séance sur ces magnifiques mots. Professeur, encore un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Benjamin, Alban, je vous laisse conclure. J'ai simplement un mot de conclusion. Merci beaucoup au professeur Sicard de nous avoir rejoints ce matin. C'était totalement éclairant, totalement passionnant. C'était porteur de plein de réflexions, mais aussi porteur de vraies pistes concrètes pour nous à Haute-Paris. Et les cafés sources sont aussi pour une occasion de réfléchir sur notre propre action, à la fois en termes de poursuite de ces gestes de protection de soi et des autres dont j'ai parlé tout à l'heure, et vous nous dites qu'avec la perspective d'un virus qui vous paraît assez improbable à court terme, ces gestes resteront notre meilleure garantie de sécurité. Aussi en termes de recherche, et vraiment grand merci sur les mots extrêmement positifs, extrêmement encourageants que vous avez eus à plusieurs reprises pour notre laboratoire, pour notre laboratoire R&D et pour la direction de la recherche, développement et de la qualité de l'eau en général. Et puis il y a aussi beaucoup de réflexions qu'on doit porter aussi à Haute-Paris sur l'articulation entre une compétence technique, une expertise scientifique et une prise de décision politique et un engagement citoyen. Et on sait qu'à Haute-Paris, on est très attaché à l'alliance du scientifique, du technique, du politique et du citoyen. Et les auditeurs de l'OPE ne diront pas le contraire. Merci beaucoup, professeur. C'était absolument passionnant. Merci. Moi qui vous remercie de cet échange. Merci. À bientôt. Bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.